Bonjour à tous. Héloïse Ravel, Partner Size Executive chez Lighton. Et du coup, ce qu'on voulait explorer avec vous dans cette session, c'était vous permettre de comprendre où est-ce qu'on se situe dans le secteur de l'intelligence artificielle en vous donnant des cas d'usage concrets et en production auprès de mon collègue Alexis. Bonjour. Et ce qu'on se dit, c'est aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne se contente plus d'informer, mais il faut qu'elle puisse s'intégrer au sein de votre récit afin d'orchestrer des processus clients, et ce, grâce à l'agenticité des workflows. Donc c'est pour ça qu'on a créé Lighton, donc une société française d'intelligence artificielle qui est spécialisée dans l'IA Search, ou l'IA de recherche. Et en fait, on ouvre sur cette promesse, c'est imaginer une IA qui puisse lire, comprendre et interagir l'intégralité de votre corpus documentaire sans jamais avoir à quitter votre périmètre de sécurité. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement central. C'est comment allier la puissance de l'IA avec le contrôle total de la donnée. Parce qu'on a énormément de retours clients qui ont des données sensibles et qui ne peuvent pas se permettre de les exposer sur du cloud public. Donc en termes d'historique, nous on se positionne comme des champions de l'IA souveraine. On a été fondé en 2016, donc ça va faire 10 ans qu'on est dans le marché de l'IA. On n'est pas simplement une start-up qui a pris la vague, la tendance il y a 18 mois. Et donc on a commencé avec les OPU, les Optical Process Unit, donc ça c'est vraiment infrastructure IT, avant de créer le premier LLM, le premier modèle en français, puis pivoter vers les usages métiers. Donc les usages métiers, on a commencé en 2023 en lançant notre propre plateforme paradigme d'IA générative clé en main et sécurisée, donc qui était déployable on-premise, air-gapped et également sur du cloud, donc en l'occurrence le cloud at scale. Et en 2026, on se positionne plutôt comme du search et reason, c'est-à-dire un moteur de recherche IA qui est disponible à la fois sur cette interface paradigme, mais également via API. Et du coup, le fil conducteur qu'on retrouve sur cette timeline évolutive, c'est à la fois la souveraineté, la performance et également la simplicité de déploiement. Quand on pense déploiement, on pense forcément livraison. Lighton, c'est en positionnement une deep tech qui est livrée simplement. On est très facile d'accès, on a plus de 44 millions de téléchargements de nos modèles. Ça veut dire qu'on est testé et approuvé par la communauté. On se positionne vraiment comme une deep tech, comme une R&D de pointe, mais qu'on aura pré-packagé un peu comme dans une solution prête à l'emploi et clé en main, et surtout déployable au sein de vos infrastructures dédiées. Donc en termes de proposition de valeur, aujourd'hui elle est double. On a à la fois l'aspect API de recherche qui rend justement votre documentation exploitable par l'IA, et également l'aspect infrastructure, architecture qui est 100% souveraine, que ce soit sur l'infrastructure hardware, on va dire comme Outscale, et également la stack technique qui est propriétaire à Lighton, et on va revenir dans un instant là-dessus. Mais alors pourquoi est-ce qu'on crée une IA de recherche? Pourquoi une IA, une API de recherche? En fait, la problématique auquel on répond aujourd'hui, c'est que l'IA standard est aveugle à 80% des connaissances de l'entreprise. Ça veut dire que toutes les IA standards ou tout ce qui est solutions génériques comme ChatGPT, Anthropic, Mistral, etc., ils vont être performants sur du format brut de texte, mais ils vont échouer sur tout ce qui est documentation peut-être plus riche et plus hétérogène. Donc si on donne des exemples sur les plans d'ingénierie, les tableaux financiers, les annotations manuscrites, ils ont du mal. C'est là que Lighton adresse un gap. C'est non pas en proposant une IA de productivité générale, mais plutôt une IA de recherche sur tout ce qui est contenu complexe. Ce moteur de recherche API, il s'articule autour de 4 capacités clés. On a l'indexation totale et continue, donc ça c'est toute la synchronisation en temps réel sur du multisource. On peut se connecter à du SharePoint, on peut se connecter à du Teams, à du ServiceNow, à tous vos ERP, votre applicatif métier. Multimodal par nature, on peut comprendre le texte, les images, les tableaux, les schémas, etc. Extraction de données massive, c'est comment transformer tout ce qui est données non structurées dans des données structurées et donc prêtes à l'emploi. Et enfin, 100% privé et souverain. Donc là, on retrouve le fil directeur, le fil conducteur. Vos données ne quittent jamais votre périmètre. Mais qu'est-ce que c'est une infrastructure souveraine? Qu'est-ce qu'il y a derrière notre API? En fait, derrière notre API, il y a une stack technique qui est propriétaire à Lighton, donc qui a été développée brique par brique par nos ingénieurs en interne. Donc, ce n'est pas simplement un assemblage de services tiers. Et en fait, cette stack technique, elle est disponible avec 3 couches principales. En termes de modèles, on a l'extraction avec du Lighton OCR, on a de l'indexation avec du Nextblade et on a du search avec du Lighton. Et en fait, chacune de ces couches, elles sont accessibles soit individuellement par API, soit accessibles via un package qu'on aura préfait
comme un package d'une pipeline de recherche ou une pipeline de search unifiée. Et nous, justement, on utilise cette pipeline de search unifiée pour créer des cas d'usage sur mesure. C'est-à-dire que chez Lighton, au-delà de l'API pure, on va aussi construire des workflows agentiques personnalisés et complets, donc qui permettent justement ces interopérabilités avec vos applicatifs métiers. Et ces workflows, donc ceux qu'on délivre, ce sont des workflows de bout en bout, où toute la complexité va être gérée par Lighton. Vos métiers utilisent les résultats, mais ils ne gèrent pas la tuyauterie. Du coup, ça nous mène à l'illustration des cas d'usage qu'on a créés. À noter que ce sont vraiment des cas d'usage qui sont en production actuellement chez nos clients. Donc on a des retours sur investissement qui ont été documentés et mesurés. Et donc je laisse la main à mon collègue Alexis pour vous permettre justement de vous projeter sur qu'est-ce que ça pourrait donner sur un contexte entreprise. Exactement. En fait, maintenant qu'on a vu la théorie, on va aller prendre quelques exemples de ce qui se passe en production chez nos clients. Parce que vous le savez tous, la théorie c'est sympa, mais à la fin, en fait, on joue surtout le ROI et la réalité terrain. Donc voici une première vidéo. Je ne sais pas si... on va tester comme ça. Hop. Pour la lancer, je pense qu'il faut cliquer. Donc là, on est sur un exemple qui correspond à NDA. Donc finalement, toutes les entreprises aujourd'hui reçoivent des NDA plus ou moins souvent. Donc il peut y avoir des quantités astronomiques par mois, ou pas. Le principe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand une équipe juridique reçoit un NDA, ils doivent l'analyser à la main. Donc ils doivent passer tout leur temps pour regarder, selon certains critères qui sont prévus, ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qui va. Et en fait, pour accompagner nos clients, on a un de nos clients qu'on a accompagné justement sur cette partie automatisation d'un premier screening pour éviter de passer beaucoup de temps à chercher une information perdue dans un NDA et dans les anciennes informations. Bah là, dans l'exemple, ce qu'il se passe chez le client, c'est qu'il upload son NDA et on va aller regarder, en plus de ces critères métiers qui sont extrêmement spécifiques et du coup différents pour chaque entreprise, ce qui s'est aussi passé dans le passé. Parce que parfois, vous allez recevoir un NDA, il y a une clause qui a déjà été négociée dans le passé, mais qui n'est pas indiquée dans ce NDA-là. Donc le but, c'est aussi de pouvoir faire un différentiel et éviter à l'équipe juridique qu'elle aille renégocier une clause déjà négociée 6 mois avant, finalement avec le même compte contractant. Donc ça, c'est un premier exemple. Et quand on se rend compte un petit peu de comment ça fonctionne, maintenant, le petit bouton ne fonctionne plus. Je pense que c'est bon, c'est reparti. Donc voilà, finalement, un peu une carte qui explique un petit peu mieux le fonctionnement. De base, nous, dans notre cas, c'était une banque d'affaires qui recevait de 100 à 200 NDA par an. Il fallait pouvoir à chaque fois comparer avec les critères, mais aussi comparer avec le passé. Donc c'est ce que je disais juste avant et que vous avez vu en live finalement, donc dans la démo. Et le but, c'était d'avoir une solution précise avec toute la pipeline du RAG et un LLM à la fin qui pouvait faire un rapport. Et ça s'est passé de cette manière, c'est-à-dire qu'on a à la fin, on est passé de 2h45 par NDA, puisqu'il fallait aussi regarder dans le passé, à 20 minutes. Donc quand on se retrouve sur l'année entière avec le nombre de NDA, on arrive sur une économie évidemment extrêmement grande et surtout un gain de temps pour que les équipes juridiques puissent faire de la valeur ajoutée plutôt que travailler sur simplement chercher une information perdue dans des pages. Donc voilà le premier exemple. Là, on arrive sur le deuxième et Héloïse va pouvoir cliquer. Deuxième exemple, c'est par exemple une plateforme d'achat. Vous écrivez un appel d'offres, vous avez des gens qui va forcément, ils vont vouloir participer à votre appel d'offres, peut-être le gagner. Et évidemment, il y a souvent des DC4, différents prérequis, énormément de documents avec des informations cachées partout. Même problématique que dans le NDA, c'est que les informations sont cachées dans des pages, mais est-ce que déjà, dans un premier screening, la personne répond à la bonne chose? Parce qu'on veut vérifier que le cabis ait les informations et qu'il ne soit pas vide. Donc on va éviter de passer et de perdre du temps avec un employé qui va juste faire ça, que le collaborateur passe son temps à juste vérifier une case. Et on va commencer par automatiser de la même manière avec les critères, mais cette fois-ci, plutôt que sur un NDA avec le passé, on va faire du multi-source pour pouvoir faire du cross-referencing en fonction des sources et à la fin établir un jugement de premier filtre et de premier screening de la même manière sur les documents qui ont été envoyés et pouvoir créer des alertes potentiellement. Toujours ce même petit bug, c'est les joies du clic. Et là, donc voici à nouveau une carte. On l'a à chaque fois résumé pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc là, le principe, comme je l'ai dit, une centrale d'achat, différents formulaires qui arrivent, des dossiers qui arrivent tous les mois, tous les ans, et un temps passé qui était d'environ 30 minutes par dossier, puisque évidemment avec l'habitude on sait où regarder, à 5 minutes à la fin. Donc on est sur à chaque fois des ROI assez grands, parce qu'on est sur des tâches finalement très manuelles et répétitives qui ont très peu de valeur ajoutée à la fin. Et le but c'est toujours de faciliter les équipes pour qu'on puisse retrouver la valeur ajoutée, retrouver l'intérêt en fait de travailler sur ce genre de sujet, plutôt que simplement faire du manuel, où est l'information du cabis, il faut que je le renseigne dans un autre outil. Donc à chaque fois c'est toujours ce même principe, où les solutions c'est de téléverser les documents, ça peut être évidemment automatisé, pour la démo on le fait à la main, mais vous pourriez très bien avoir la réception de la réponse à l'appel d'offres, que ça passe directement dans la pipeline, et qu'une fois que le premier screening est effectué, une gestion d'alerte, ou
un rapport qui indique tout va bien et qu'après un humain, évidemment c'est là que la valeur compte, on n'est pas là pour remplacer, hein, un humain puisse aller faire la suite et que la valeur ajoutée soit toujours présente. Et je pense que nous avons probablement un... Non, on n'a pas de schéma après. Mais le but c'est vraiment toujours ce principe, les documents ont des informations extrêmement importantes dedans et il faut une pipeline qui va faire un workflow étape par étape pour d'abord les ingérer correctement. Donc comme Héloïse l'a montré avec tout le stack technologique, un bon OCR qui va pouvoir prendre le texte et le mettre dans quelque chose d'utilisable. Et après, tout le reste du déversement du workflow pour aller vérifier les bons critères aux bons endroits et à la fin avoir des rapports et des choses consolidées qui correspondent à ce que vos équipes métiers font. On a évidemment plein d'autres cas, mais on s'est dit que cela était sympa puisqu'ils sont évidemment en production. Donc autant vous montrer des choses un peu terrain réel qui se passent depuis plus d'1 an chez nos clients. Et voilà, et pour conclure, à bien noter que nous, on est LLM agnostique, c'est-à-dire qu'on est modèle agnostique, on n'entre pas en compétition avec d'autres modèles d'IA générative, mais on apporte la brique de search qui est complémentaire. Donc, c'est-à-dire que nous, on a de la complémentarité, on sert à améliorer les résultats des modèles, mais on n'entre pas en concurrence. Est-ce que vous avez des questions? Ah, on a une question au fond. Hop, est-ce qu'on m'entend? Petite question là, vous dites... alors déjà, première question sur le cas d'usage que vous avez montré. C'est... Ah oui, t'entends, il entend pas. Ça va être compliqué sinon. Allez-y, allez-y. Oh, je vais y aller du coup. Non, les deux cas d'usage que vous avez montrés là, donc c'est des déploiements qui sont on-premise chez vos clients. Donc c'est pas des offres SaaS, on est d'accord. Donc ils prennent l'API Search Layton, ils la déploient chez eux et ils la connectent à leur base de connaissances comme vous avez montré. Et là, ils déploient le cas d'usage, c'est ça? Alors, en termes de déploiement chez Layton, on a à la fois de l'on-premise / du air-gap et on fait aussi tout ce qui est SaaS et cloud dédié. Okay. On n'a pas de limitation en termes de déploiement d'infrastructure. Après, sur ces exemples-là, je ne sais pas exactement si c'était l'architecture actuelle, mais en tout cas, on a toutes les architectures qui sont disponibles. Si on prend le premier exemple, c'est un client qui est chez Outscale en Sectum Cloud. Okay. Donc en fait, on peut faire tout. On est agnostique en termes d'infrastructure. Donc on se met où il y a besoin d'être. Ok, et du coup ça me fait ma segue sur ma deuxième question, c'est vous dites que vous êtes LLM et / modèle agnostique. Après j'imagine que vous avez une baseline de performance sur laquelle vous avez évalué votre harnais de RAG et de recherche, à la fois en inférence mais aussi j'imagine en embedding, en vectorisation et autres types de modèles qui sont utilisables pour construire ces graphes-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des recommandations sur ce dont vous avez besoin pour faire tourner en optimum votre chaîne ou encore une fois vous faites à la carte? En fait pour nous ce qui compte le moins c'est le LLM à la fin. Parce que vraiment, notre cœur de métier, c'est toute la partie RAG. Ouais. Donc, qui part de l'OCR, l'embedding, toute la vectorisation. Notre but, en fait, c'est de fournir au LLM quel qu'il soit, hein, que ce soit un Mistral, anciennement du Lighton, que ce soit du Claude, peu importe en termes de souveraineté, qu'on lui donne vraiment les meilleures informations possibles. Parce qu'à partir du moment où il a les bons morceaux des documents, que ce soit à partir de 100 documents ou un seul et les bonnes extractions, quel que soit le LLM, il va répondre correctement. Parce qu'il aura juste à générer le texte qui correspond à la question. Ok, très clair, merci. Y a-t-il d'autres questions? Cadeau derrière vous. Merci pour la présentation. J'ai une question sur qu'est-ce qui vous différencie d'un acteur qui implémenterait, donc un client qui implémenterait son RAG en interne, qui ferait son embedding, son retriever, etc., constituer sa base de connaissances. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement par rapport à quelqu'un qui le ferait in-house? Voilà. Déjà, bon courage d'avoir une équipe R&D qui fait que ça toute l'année. c'est déjà une partie compliquée. En fait, ce qui est le plus difficile dans le RAG, c'est pas forcément d'avoir un bon modèle d'embedding ou un bon modèle d'OCR. C'est de créer l'industrialisation complète de la stack, en fait. Parce que la problématique d'avoir un RAG, c'est d'avoir déjà le bon OCR, le bon embedding. Ça fait plusieurs modèles à la fois. Et donc, il faut avoir aussi la bonne R&D, la bonne maintenance qui va aller avec, et que la pipeline se passe bien. Donc à partir du moment où on envoie le document et le moment où il arrive pour qu'un LLM le traite, ou du moins récupère les bons chunks, il y a énormément de phases. Est-ce qu'on a le bon re-ranker? Est-ce qu'on a le bon modèle d'OCR? Est-ce qu'on a le bon SI? Et du coup, c'est extrêmement complexe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises qui font leur RAG maison. Parce qu'en général, ils commencent, ils le font, ça marche pas très bien. Et ils se tournent vers des acteurs dont c'est le métier qui ne font que ça. Puisque tous nos modèles, en fait, sont open source. Donc quand on prend ce qu'on voit sur Lighton, quand on présente l'OCR, vous l'avez sur Hugging Face. Vous pouvez le télécharger demain. Vous avez les embeddings, pareil, tout ce qu'on fait en fait. La différenciation après, c'est qu'on donne un produit à la communauté pour que les gens le retravaillent s'ils veulent ou autre. Mais après, s'ils veulent quelque chose d'utilisable de façon industrielle dans une entreprise, ben on est là pour ça.
Merci pour la réponse. Une deuxième question, parce que par exemple, c'est un peu la suite de la précédente, mais je vois chez beaucoup de clients des équipes in-house qui font ces solutions comme ça, qui remontent en fait des problèmes de pertinence de la remontée d'informations. Est-ce que vous avez parlé de modèle state of the art? Est-ce que vous avez déjà effectué des comparatifs? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur, par exemple, votre solution, qu'est-ce qu'elle permet de gagner par rapport à ce que les gens font en in-house un peu rapidement? Alors, si vous voulez regarder sur le blog de Lighton, il y a plusieurs articles qui parlent de benchmark. Par exemple, il y a des benchmarks de Broscomp, il y a des benchmarks, on a fait un benchmark de tous les OCR mondiaux. Et typiquement, par exemple, si on prend que l'OCR, si on se place open source, l'OCR Lighton et SOTA, pour quelle raison? En termes de pertinence, il est globalement comme tout le monde, parce que tout le monde arrive à 83-84%. Mais en fait, le mal de l'OCR, c'est pas la pertinence, c'est à quelle vitesse on le fait. Parce que quelqu'un fait 84% mais met 6 secondes, quelqu'un qui fait 84,1 mais en met 2, déjà on est divisé. Donc en fait, l'écart est énorme sur ces sujets-là. Et vraiment, nous, ce qu'on a à cœur, c'est de faire des petits modèles qui sont aussi performants que les gros et de le rendre industriel. Pour éviter aussi l'infra, parce que bon courage pour avoir des GPU, ça coûte vite très très cher. Et je pense que le meilleur moyen de se rendre compte de la pertinence de nos modèles, c'est pas forcément en lisant les benchmarks, mais en testant directement. Sur notre site, on a une nouvelle partie qui s'appelle Lighton Console. Vous allez avoir un free tier pour tester gratuitement nos différents modèles et notre pipeline de search. Donc allez tester directement sur des documents en prod. Et vous pouvez tester de l'extraction de champs à partir des documents que vous mettez, du parsing, vraiment tout ce qui est basique, du search, de l'ASC. C'est dans le free tier, ça y est. Merci. J'ai une dernière question. Allons-y. Je pense que c'est la dernière pour le temps, mais c'est bon. Est-ce que vous prenez en compte d'autres types de bases de connaissances, par exemple des bases de données graphes ou des choses comme ça? Est-ce que vous bossez sur la conception de ces bases de connaissances différentes, ou est-ce que vous les prenez en compte si nous on les a et qu'on veut implémenter votre solution? Est-ce qu'il y a plutôt GraphRag ou d'autres types de bases graph? Alors GraphRag ou pourquoi pas, c'est général la question, GraphRag pourquoi pas, ou base de données graph? Alors le GraphRag on le fait pas pour une seule raison, c'est qu'on s'est rendu compte en 2 ans que beaucoup de clients nous en parlent et en fait personne ne le met en prod et personne ne le fait pas. Enfin personne ne le fait. Du coup on s'est dit, est-ce qu'on fait du GraphRag? Non, parce que ça, en réalité dès qu'on commence à gratter de use case, qui le veut, pourquoi, comment, il n'y a jamais de production. Donc on s'est dit on l'évite. Par contre on met des éléments en place pour que les gens puissent le faire s'ils ont envie et on peut leur dire comment le faire à partir de Lighton. Donc c'est plutôt ces logiques-là. Nous, le but vraiment, c'est d'amener les documents classiques dans l'entreprise. Ça va du PDF, DocX, peu importe, de l'Excel, et qu'ils en tirent de la valeur le maximum, parce qu'on passe trop de temps sur le document, et à la fin, on a des bases qui font des milliards de téraoctets. Très clair, merci. Y a-t-il une dernière pour la route? Non, tout va bien du coup. Merci pour votre temps. Merci à tous. Puis n'hésitez pas, on est à un stand au fond si vous voulez venir le voir.